Pour créer 1 kg de steak, une vache doit manger jusqu'à 25 kg de céréales et consomme 15 000 litres d'eau. Je suis mort. Selon les projections, nous pourrions nourrir... Mais autant de viande. Le On nous a toujours comportement dit qu'il féminin. fallait, Pédale là. Vous avez sans doute déjà entendu dire que la consommation de viande était... Bon ben, quand faut y aller, faut y aller. Vous avez sans doute déjà entendu dire que la consommation de viande était très polluante, qu'elle serait même l'un des pires facteurs du réchauffement climatique. Alors oui ma gueule, non seulement on l'a déjà entendu, mais surtout on l'a déjà lu dans un certain nombre d'études scientifiques dont mon petit doigt me dit que je devrais sans doute les mettre dans mon deck d'aujourd'hui, spécial Master Duel du climat, inclut ma carte très spéciale, le GIEC blanc ultime aux yeux bleus. Maintenant, cher Valek, c'est l'... comme dirait l'autre. Tout ce bétail nous empêcherait même de nourrir des milliards d'êtres humains. Et puis on le connaît, le fameux « pour produire 1 kg de viande, il faudrait environ 15 à 50 litres d'eau selon l'Institut français de l'élevage ». Rien que ça. Et heureusement que Bill Gates a une solution pour nous. Toujours de bonnes solutions. Au hasard, consommer de la viande synthétique pour le bien de l'environnement. Et aucun rapport avec le fait qu'il soit le plus grand propriétaire de terres agricoles d'Amérique. Non, pas du tout, non, vraiment pas. Alors, en réalité, Bill Gates est le principal propriétaire privé de terres agricoles des États-Unis, ce qui n'est pas la même chose et n'arrive qu'en 49e position si l'on prend en compte tous les types de propriétaires, comme l'indique le Land Report de 2021. Maintenant que les choses soient claires, si c'est le cas que la viande de synthèse est préférable aussi bien sur le plan environnemental qu'éthique à la viande d'élevage, peu importe que Bill Gates recherche le profit ou non, et peu importe qu'il soit ou non motivé par des considérations éthiques et ou environnementales. Car cela ne changera pas la valeur de vérité de la proposition, la viande de synthèse est préférable aussi bien sur le plan environnemental qu'éthique à la viande d'élevage. Or, c'est ça qui nous intéresse. Est-elle donc vraie ou fausse? Sur le plan éthique, ça me paraît trivialement vrai, elle permettrait d'éviter l'exploitation et la mise à mort de près de 75 milliards d'animaux terrestres chaque année, on est à échelle mondiale bien sûr, si on parvenait à la globaliser, à la rendre accessible. Et même si certaines méthodes requièrent d'obtenir des cellules de sérum fœtal bovin, il existe désormais des techniques qui permettent de s'en passer. Sur le plan environnemental, l'étude scientifique la plus citée, revue par les pairs et publiée dans un journal scientifique, sur l'environnement et les technologies, conclut que comparativement à la viande conventionnelle produite en Europe, la viande de culture ou in vitro implique de 7 à 45% d'utilisation d'énergie en moins, 78 à 96% d'émissions de gaz à effet de serre en moins, 99% d'utilisation de terres en moins, et de 82 à 96% d'utilisation d'eau en moins, selon le produit comparé. D'ailleurs, les Américains veulent tellement sauver la planète qu'ils exportent leur bœuf vers la Chine, qui en retour et en tant que bon prince, leur donne de la protéine de pois issue de déchets de nouilles chinoises. Des manques de respect, mais... Et tout ça pour qu'ils puissent fabriquer de la fausse viande. Le deal semble correct. Il est vrai que la Chine est le principal importateur de viande bovine, de chair de vache ayant été brutalement exécutée dans les abattoirs après avoir atteint le quart de leur espérance de vie, et elle en importe depuis 26 pays différents. D'ailleurs en France, 5 abattoirs sont agréés pour l'export de bœuf vers la Chine. Mais n'essayez pas de les pointer du doigt. En Chine, la consommation de bœuf est de 6,8 kg équivalent carcasse par habitant et par an, contre 22,2 kg en France. Et oui, les Français consomment 3 fois plus de bœuf que les Chinois, et je dirais que nous avons également, facile 3 fois plus de mecs fragiles au sein de notre sphère politique notamment, lesquels s'imaginent que poser devant un barbecue débordant de barbac est une masterclass, alors que c'est juste l'un des pires contre son camp que tu peux faire au 21e siècle. Merci donc à nos conservateurs pour leur généreuse donation de sel, la récolte 2022 de sel carniste aura été particulièrement bonne grâce à vous. Les anti-viandes nous disent que la consommation hydrique causée par l'élevage est une aberration environnementale. Bon, déjà, il faut savoir qu'il existe 3 types d'eau dans ce qu'on appelle l'empreinte hydrique de l'élevage. C'est en gros l'empreinte qui mesure la quantité d'eau réellement utilisée dans la production, que ce soit d'un bien ou d'un service. Par conséquent, ici nous parlerons donc de l'empreinte dans l'élevage des bêtes. La bête. Il y a l'eau bleue qui représente les eaux directement prélevées par les hommes, que ce soit en surface par le pompage des rivières et des lacs, ils pompent, ou alors des eaux souterraines, comme les nappes phréatiques avec le forage. Ensuite l'eau grise, qui correspond à la quantité d'eau utilisée pour la maintenance générale, comme nettoyer les enclos, les équipements, et qui sert à diluer les polluants issus de la production. En gros, ce sont les eaux usées quoi. Et enfin l'eau verte qui est issue de la pluie, donc de l'eau qui tombe naturellement et qui est absorbée par les plantes et stockée dans le sol. Et là tu dis mais qu'est-ce que tu me baragouines sale fils de... En fait c'est très important de connaître ces différences pour comprendre la suite. On nous dit donc que grosso modo pour 1 kg de viande il faudrait environ 15 000 litres d'eau. Et oui c'est vrai, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, je go devenir vegan. Non, plus sérieusement. Alors,
Ok, c'est une vanne, mais en vérité, je sais même pas ce que le mot vegan vient foutre ici. Je veux dire, Valek, il pourrait falloir 1 million de litres d'eau pour produire 1 gramme de viande de bœuf. Ça serait même pas une raison de devenir vegan. Ça serait éventuellement une raison d'arrêter de consommer des morceaux de vache. Le véganisme est une question de justice. C'est demander l'abolition de l'exploitation des animaux, s'opposer au brutal massacre planétaire de milliers, 2 milliards d'individus sentients, prendre leurs intérêts en compte ou encore leur accorder des droits. Et franchement, j'ai aucune idée de ce que la quantité d'eau requise pour produire 1 kg de chair de vache vient foutre là-dedans, vraiment. C'est là qu'intervient l'empreinte hydrique. Il y a effectivement besoin d'environ 15 000 litres d'eau pour 1 kg de viande. En revanche, on ne précise pas de quel type d'eau. Qui ? Sans surprise, la majorité de ces 15 000 litres provient jusqu'à 94% d'eau verte selon différentes études, qui, je le rappelle, représentent de l'eau naturelle de pluie, présente qu'il y ait un élevage ou pas. Il ne faudrait donc pas 15 000 litres d'eau, mais environ 10 fois moins pour produire 1 kg de viande. Valek a raison ici, il semble bel et bien qu'environ 90% des 15 000 litres d'eau requis en moyenne à échelle mondiale pour produire 1 kg de chair de vache, mais avec des différences tout de même non négligeables selon les types d'élevage et les régions, est composée d'eau verte. Et effectivement, si l'on prend en compte l'eau bleue uniquement, on peut diviser ce chiffre par 10 comme il a dit, voire même plus encore. Ici, on ne fait pas dans le dogmatisme, et quand les adversaires ont raison, on n'hésite pas à le dire. Par contre, vous enflammez pas les amis. On n'est qu'au début de cette vidéo, et ça a fortement se corser pour Valek par la suite. C'est pas parce qu'il a dit un truc vrai sur l'empreinte hydrique de la chair de bœuf que tout d'un coup le mec est Dr Manhattan. À titre de comparaison, le soja n'est pas loin avec 900 litres pour 1 kg. Et là, tiens, je remarque que là, bizarrement, on a un chiffre qui est balancé à l'arrache, sans source et sans précision. Il commence déjà à se relâcher le Valek. Alors la seule source solide que moi j'ai trouvée sur l'empreinte hydrique du soja concerne une moyenne mondiale qui serait de 2145 litres d'eau par kilogramme produit, tout type confondu, donc à comparer aux 15 000 litres d'eau de la production de chair de bœuf, donc 94% d'eau verte. Si l'on compare donc en tout cas les deux moyennes mondiales dont on dispose, si, le soja est plutôt loin, puisque presque 7 fois moins gourmand en eau. Et là je sais qu'il y en a qui me diront « Oui, mais c'est quand même beaucoup !» Pourtant, ça n'a pas l'air de gêner que la production de seulement un jean représente jusqu'à 10 000 litres d'eau potable utilisée, tout ça pour faire la baltringue avec ton Lévi-Strauss. Marche de taille, vous arrivez! Idem pour les douches qui consomment quasiment autant d'eau que la production de viande, voire plus. Et est-ce qu'on vient casser les couilles aux bobos quand ils vont prendre leur avocado toast ou leur Starbucks au lait d'amande? Bon alors ça je pense qu'on l'attendait tous hein. Déjà qu'il faille beaucoup d'eau pour produire des amandes, des avocats, des jeans, prendre des douches n'est pas un argument à aucun moment pour continuer à consommer de la viande. C'est éventuellement un argument ok pour diminuer la conso du reste, à condition que ce soit pertinent bien sûr. Qui représente 10 fois la production d'eau de la viande. C'est faux, la production d'amandes ne représente pas 10 fois la production de viande au niveau d'empreinte hydrique. L'étude que tu as toi-même citée avance une moyenne de 10 240 litres par kilogramme. C'est donc non seulement pas 10 fois plus, mais moins que la viande. En revanche, la moitié est de l'eau bleue, et là, effectivement, c'est beaucoup plus que la viande. Par contre, comme c'est écrit dans l'étude que tu as toi-même citée, encore une fois, la valeur nutritionnelle des amandes est parmi les plus hautes. Et si l'on ramène l'empreinte hydrique à la valeur nutritionnelle de l'aliment produit, l'amande redescend à peu près au niveau des autres aliments. Encore une fois, tout cela est écrit dans l'étude dont tu as toi-même cité le graphique. D'accord, mais tu ne peux pas nier qu'avec toute la nourriture qu'on donne au bétail, on pourrait nourrir des milliards d'humains dans le monde. Non seulement 86% de la nourriture consommée par le bétail est non comestible pour les humains, mais en plus, les bêtes permettent de recycler cette nourriture provenant par exemple des déchets agricoles, ou plus communément appelés des sous-produits végétaux, comme par exemple les coques des oléagineux ou l'écosse des plantes qui seraient sinon gaspillées. Avant de répondre à ça, je voudrais juste rappeler que les animaux asservis et massacrés pour et par l'élevage sont des individus sentients, des personnes, et que ça me casse vraiment les couilles de devoir les réduire à des putains de ressources alimentaires, ainsi qu'à des ratios de conversion protéique et énergétique. Mais je vais quand même être obligé de le faire ici. Donc Valek, d'après l'étude que tu as citée, les animaux d'élevage consomment 6 milliards de tonnes de nourriture, dont 86% non comestibles par les humains. Cela fait quand même 840 millions de tonnes de nourriture comestibles pour les humains, qui pourraient aller aux humains. Toujours d'après le papier que tu as cité, le taux de conversion du feed végétal comestible pour les humains en viande, pour les ruminants et les monogastriques, tourne autour de 3 kg de végétal pour 1 kg de chair en non intensif, plutôt dans les 4 kg pour les monogastriques en intensif, et jusqu'à 9 kg pour les parcs d'engraissement de bovins, qui bien entendu ne concernent pas vraiment l'Europe et certainement pas la France, mais demeurent tout de même une utilisation indécente de ressources alimentaires ailleurs dans le monde. Et même si certains systèmes peuvent être efficaces en termes de ratio de conversion protéique, on parle là surtout des élevages en extensif où les animaux consomment quasi exclusivement des aliments non comestibles pour les êtres humains, et bien dans la mesure où l'apport en protéines recommandé qui est de 0,83 g par kilogramme de poids de corps, soit environ 60 g pour un homme adulte moyen, est facilement atteint si l'apport énergétique total journalier est satisfait, ce qui est le cas en Europe généralement, et que l'alimentation est équilibrée bien sûr. Dans ce cas-là, c'est juste inadéquat, voire abusif même dans ce genre de débat, où la question de sécurité alimentaire n'a pas du tout sa place, d'uniquement se focus dessus, et non pas sur le ratio de conversion énergétique par exemple, ou de micronutriments qui eux seraient moins favorables à l'élevage.
Et je rappelle par ailleurs que l'écrasante majorité des animaux d'élevage sont justement des monogastriques en intensif. Rien qu'en France, on parle de 900 millions de volailles et plus de 10 millions de cochons pour ne citer que. Aussi, d'après cette étude publiée en 2018 dans le PNAS, un journal scientifique à comité de lecture, remplacer tous les produits animaux par des alternatives végétales aux États-Unis pourrait permettre de nourrir 350 millions de personnes de plus que le système actuel. Et bien sûr se pose de surcroît la question de l'utilisation des terres, bien plus importante, mais on va y venir. Donc ce cycle permet de nourrir du bétail avec une majorité de nourriture non comestible qui servira ensuite à produire de la viande avec un haut rendement nutritif. Bien protéiné, bien vitamine pour éviter de ressembler à un zombie du bois de la pénombre. C'est quoi ce machin là? La viande possède une valeur biologique bien supérieure à celle d'origine végétale, que ce soit en termes d'acides aminés, vitamines ou calories. Hop là, hop, j'ai pas trop eu le temps de voir les chiffres sur la source que t'as partagée, Valek. Si tu me permets, on va juste rembobiner un tantinet en arrière pour que je puisse vérifier ça à nouveau. La viande possède une valeur biologique bien supérieure. Ouais, non, il a raison, je crois. Hein. Non, peut-être que Valek est vraiment Dr Manhattan finalement. They call me Dr. Manhattan. Bon, plus sérieusement, il existe un certain nombre d'études scientifiques qui conclut que le végétalisme est parfaitement viable, et ce pour tout le monde, ou encore qui démontre une diminution du risque de mortalité de certaines maladies chroniques par rapport à une alimentation carnée, notamment les maladies cardiovasculaires. Et bien sûr, puisque tu n'as présenté aucune source pour corroborer ton affirmation sur la biodisponibilité des aliments végétaux et carnés, j'ai même pas besoin de proposer le moindre argument sourcé en opposition. Toutefois, j'invite toute personne défendant cette position-là, celle que défend Valek, à venir en débattre avec moi directement sur mon serveur Discord. Le lien du Discord sera sous la vidéo. Maintenant, bon, toute honnêteté, Valek, tu n'as pas tout à fait tort. Moi-même, je suis vegan depuis plus de 6 ans. Effectivement, je commence vraiment à me sentir léger comme l'air avec toutes ces carences. C'est quoi ce machin là? C'est quoi ce machin là? Tellement carencé, je vais vraiment finir par m'envoler, bordel. D'ailleurs, beaucoup d'études tendent à dire que les végétariens sont plus souvent victimes de dépression et de maladies chroniques comparés à des mangeurs normaux. Alors sur les maladies chroniques, c'est complètement faux, et c'est même l'inverse, comme je l'ai expliqué plus tôt. Non seulement tu as affirmé quelque chose sans donner la moindre source, alors que la charge de la preuve est sur toi, mais en plus tu fais face à un certain nombre de données scientifiques pointant dans l'autre direction. Bon courage avec ça. Maintenant, concernant ton étude sur le lien entre dépression et alimentation végétarienne. Certes, tu as partagé une méta-analyse, et j'admets que je peux pas vraiment la critiquer. Tout simplement parce que je l'ai pas lu. Et toi non plus, j'y mettrai ma main à couper. Car oui, impossible de mettre la main sur le PDF. Donc sur un certain nombre de choses cruciales sur la méthodologie que j'aurais bien voulu vérifier. Maintenant, j'ai checké un petit peu le reste de la littérature, et c'est vrai, il semble exister une association plutôt significative entre alimentation végétarienne et dépression chez certaines populations. Seulement, il n'y a vraiment aucune raison, selon les données existantes, de penser que ce lien est causal. Au-delà du fait qu'il n'est d'ailleurs nulle part précisé dans ce que tu as partagé qu'il existerait possiblement un tel lien de causalité, j'ai pu éclaircir cette question dans une revue systématique publiée cette année, qui elle est intégralement disponible à la lecture, et qui d'ailleurs expliquera quelque chose d'assez intéressant par rapport à la méta-analyse que toi tu as citée. On y lit par exemple que les chercheurs ont plusieurs hypothèses, notamment celle d'une relation de causalité inversée concernant cette association. Les personnes qui ont des troubles psychologiques seraient plus enclines à essayer l'alimentation végétarienne ou végane pour améliorer leur santé mentale. Maintenant, il est tout de même important de noter qu'il existe un grand nombre d'études conflictuelles sur cette question. Au sein de la revue systématique publiée cette année est cité un essai contrôlé randomisé de 2015, par exemple, comparant vegan et non vegan, qui a montré des signes d'amélioration des indicateurs de dépression, ainsi qu'une étude de cohorte montrant également des résultats positifs. On y trouve aussi 5 études transversales montrant des résultats positifs pour les végétariens, tandis que 4 ont des résultats nuls et 9 ont des résultats négatifs. Du coup, les chercheurs ont pour cette revue systématique choisi de faire analyser chacune des études par 3 chercheurs indépendants, et devine quoi Valek, seulement 4 études dans l'eau ont été considérées comme étant de bonne qualité, les 19 autres ont été jugées passables, et les chercheurs ont refusé de faire une méta-analyse, c'est-à-dire de produire un résultat statistique unique à partir de toutes les données de toutes les études, en raison de leur hétérogénéité. Or, cette hétérogénéité est l'une des limites présentées dans la méta-analyse que toi tu as citée. Et enfin, des 4 études ayant été jugées de bonne qualité par les pairs indépendants, il y en a une qui associe les régimes végés avec plus ou moins de dépression selon la population, et les 3 autres ont trouvé une association entre régime végé et un risque plus faible de dépression que les non végés. Le bétail émet du méthane. Oui, c'est un fait. Un fait, bref, peu importe. On dit qu'il fait partie du cycle carbone biogénique, c'est-à-dire que la bête va manger de l'herbe qui a absorbé du carbone contenu dans la cellulose végétale, qu'elle libérera ensuite sous forme de méthane dans l'air, qui sera ensuite oxydé et converti en dioxyde de carbone puis recapturé par les plantes. Merci Jean professeur. De rien. Même si c'est un cycle et que techniquement il n'y a pas de nouveau carbone introduit dans l'atmosphère puisqu'il est biogénique, c'est-à-dire qu'il est produit par un être vivant et non par des énergies fossiles. Alors, cool story bro, mais j'ai vraiment aucune idée de son intérêt. Par contre, il est temps d'invoquer ma carte GIEC.
quantités de méthane biogénique d'origine anthropique émises sont variables. Il y a d'ailleurs une augmentation significative de leur accumulation dans l'atmosphère. Il y a en outre, comme on peut le voir, un niveau de confiance très élevé en faveur de cette affirmation. Le méthane reste quand même 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, et là je vois déjà arriver tous les doubles de Greta hurler à l'aberration climatique. Pourtant, s'il devait y avoir de l'aberration, elle devrait être du côté du gaspillage alimentaire. Non, 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 non. Complètement à la ramasse, mec. Ton raisonnement, qui passe de le méthane à une influence négative sur le réchauffement climatique, à l'aberration devrait être envers le gaspillage alimentaire, est juste complètement flingué. On a un consensus scientifique sur la question de l'importance des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi tu pars sur une tangente? Ensuite, comme je viens de le préciser, la quantité de méthane dans l'atmosphère est variable, et en l'occurrence, elle a nettement augmenté ces dernières décennies, notamment à cause de l'élevage. Le rapport de 2013 de la FAO sur le réchauffement climatique indiquait par exemple que le secteur bovin, viande plus lait, compte pour la majorité des émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie carnée, respectivement 41 et 20%, celle-ci comptant pour environ 14,5% des émissions anthropiques globales et jouant donc un rôle important dans le réchauffement climatique. Il était également précisé que la fermentation entérique est la principale responsable des émissions pour le secteur bovin, or cette fermentation est justement forte émettrice de CH4. C'est également vrai pour la France où les émissions de gaz à effet de serre au sein de l'agriculture sont constitués à 45% de méthane, causé principalement par la fermentation entérique, donc digestion des ruminants, et le stockage des effluents. Sans surprise, même son de cloche dans les rapports du GIEC, où il est indiqué que la fermentation entérique des ruminants est le principal contributeur d'émissions de gaz à effet de serre non CO2 au sein de l'élevage avant la gestion des effluents d'élevage. On y lisait aussi dans ce putain de rapport du GIEC, aussi, la chair des ruminants, principalement les bovins, est constamment identifiée comme le champion de toute catégorie parmi tous les aliments, ayant l'impact le plus néfaste sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre et d'utilisation des terres par individu. Bien entendu, comme tout le monde le sait, la préconisation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre via l'alimentation est de diminuer considérablement la part de produits animaux au profit du végétal. Ça aussi, c'est un consensus scientifique. Un tiers de la production alimentaire mondiale finit par être jetée, ce qui augmente considérablement l'émission de méthane dans l'air. De plus, 84% de ce gaspillage provient de sources non animales. Alors quand je vois tous ces beaux discours sur l'écologie et toute cette diabolisation de la viande, qui n'est en soi qu'un facteur parmi tant d'autres qu'on ignore volontairement, je commence vraiment à me dire que les gens méritent de... Alors je voudrais qu'on applaudisse encore une fois Valek. Cette fois-ci pour avoir cité les sources qu'il n'a pas compris, possiblement même pas lu. Ouvrez bien grand vos oreilles. Valek dit que le gaspillage augmente considérablement les émissions de méthane en présentant ce graphique. Or, ce graphique, que j'ai évidemment retrouvé, provient d'un rapport de 2015 de l'Agence de protection environnementale des États-Unis sur la gestion des déchets solides. Au sein de ce rapport, il est présenté diverses méthodes de gestion de ces déchets et on retrouve son graphique. Or, la légende ne parle absolument pas d'émissions de méthane, ce qui explique peut-être d'ailleurs pourquoi Valek a soigneusement évité de l'intégrer dans sa vidéo. Un petit move bien sournois. Mais de surcroît, ce camembert indique la part de la gestion de ces déchets par mise en décharge et la nourriture non consommée, gaspillée, représente 22% aux États-Unis des déchets solides soumis à ce processus. Or, depuis 1990, la quantité de déchets solides mis en décharge a diminué de presque 8 millions de tonnes. Et concernant les aliments, ils sont de plus en plus soumis à des méthodes alternatives, notamment le compost, ainsi que la méthode dite de combustion avec récupération d'énergie, c'est-à-dire le fait de convertir des déchets en électricité, chaleur ou fuel via un processus appelé Waste to Energy. Or, ce processus est justement une des méthodes aujourd'hui qui sont utilisées parce qu'elles permettent de diminuer les émissions de méthane dues au gaspillage. Je crois que c'est ça qui s'appelle un contre son camp, non? Et c'est pas fini. C'est pas fini. Le mec nous sort ensuite son chiffre, 86% des aliments gaspillés de sources non animales, en nous présentant cette source. De plus, 84% de ce gaspillage provient de sources non animales. Le fail est total de la part de Valek, et vous allez savoir pourquoi très rapidement. Ce chiffre-là, c'est celui que Valek t'a cité déjà sur le ratio de conversion végétale vers chair animale. Les 86% en question, ce sont les aliments non comestibles pour l'humain qui sont consommés par les animaux d'élevage dans le monde, calculés sur un total de 6 milliards de tonnes de feed et composé 46% d'herbes et de feuilles, à 19% de paille, de chaume, de tête de canne à sucre, à 5% de tourteaux de soja et autres, ou encore à 8% de fourrage. Mais mec, c'est écrit noir sur blanc dans l'étude que toi-même t'as citée. Et ça n'a absolument rien à voir, mais rien du tout à voir, avec le gaspillage des denrées alimentaires destinées aux humains. De produire un truc aussi claqué et de le partager sur une chaîne avec autant d'abonnés, en sachant que tu vas faire autant de vues, mec, c'est juste la honte.
C'est la honte. Donc je pense qu'il faudrait plutôt regarder du côté des hypocrites moralisateurs, que ce soit les grandes sociétés qui font du greenwashing, ou bien les golems qui jettent en permanence de la bouffe, tout en tweetant sur leurs iPhones bien cobalt, bien exploitation d'enfants au Congo, qu'il faut manger de la viande une fois par semaine. Vous êtes des gogoles ou quoi dans votre tête? Et qu'en est-il d'El Famoso occupation des terres par les bêtes? On nous rabâche sans cesse que les terres agricoles occupent 40% de l'espace mondial, dont 77% est dédié au bétail, et que cet espace pourrait être utilisé pour produire plus de nourriture pour les humains. Déjà, je vois pas pourquoi on ferait ça sachant qu'on est déjà en train d'élever des insectes. De plus, 2/3 des terres agricoles sont ce qu'on appelle des terres marginales, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être cultivées à cause d'un environnement trop rocheux, pentu ou aride. Alors ce sont des terres qui sont uniquement exploitables par le bétail. Alors, encore une affirmation non sourcée. Bon, en même temps, maintenant, avec Valek, on sait que quand il présente des sources, c'est un peu la roulette russe, il y a toujours une chance non négligeable que ça lui pète à la gueule. Donc finalement, on en est peut-être à un niveau où il vaut mieux pour lui ne pas présenter de sources que présenter des sources. Investiguons donc rapidement cette question, mais surtout sa pertinence. Et pour cela, je vais sortir mon atout secret, la méta-analyse de 2018 de Pour et Namesake. Plus importante méta-analyse jamais réalisée sur l'impact environnemental de l'alimentation, recensant les données de près de 570 études, portant sur un total de 39 000 fermes situées dans 119 pays différents. Pour Namesake cite effectivement Motet et al, l'étude déjà citée par Valek sur les taux de conversion de feed, dans laquelle il est affirmé que 65% de l'herbe mangée par les ruminants d'élevage pousse sur des terres non arables. Dans la méta-analyse, on peut lire également que passer des modes d'alimentation actuels à une alimentation végétalienne généralisée à l'échelle globale permettrait de diminuer de 76% l'utilisation de terres agricoles, dont 19% de terres arables. On n'est pas dans Minecraft, tu ne peux pas faire pousser n'importe quoi où tu veux. Après, bien évidemment que la production de viande n'est pas exempt de défauts. Le but ici n'est pas d'avoir des œillères, il y a beaucoup de problèmes dans cette industrie, que ce soit la maltraitance animale, l'élevage intensif, la pollution des eaux et les émissions qui représentent quand même plus de 14% du total mondial. Même si dans ce pourcentage, 80% proviennent de pays en développement, mais peut-on réellement les blâmer de suivre le même chemin que les pays développés? Mec, presque 10 minutes de vidéo, une seule phrase sur les victimes. Je vais te la faire rapide. En France, on tue 3 millions d'animaux chaque jour dans les abattoirs. La très grande majorité viennent de systèmes intensifs où ils sont cloîtrés et mutilés. Les abattoirs sont les mêmes pour tous les animaux, label rouge, bio ou intensif. C'est le même lieu d'exécution et de toute façon, même si l'animal avait une vie nette positive, cela ne serait certainement pas une justification pour lui planter un couteau dans la gorge, tout comme tuer des humains joyeux pour les bouffer ne serait pas vraiment acceptable. Garde ton libre service pour toi, personne n'est dupe. Si tu veux montrer que tu en as quelque chose à carrer du bien-être animal, prouve-le avec des actes en devenant vegan, pas avec des paroles creuses. Alors c'est tout pour moi aujourd'hui, mais Valek, j'ai vu que tu donnais des cours de montage. Un petit conseil, mets tout ça en pause pendant quelques temps, arrête. Il va toi-même prendre quelques cours d'utilisation et de citation de sources empiriques et lecture d'études scientifiques. Juste un petit conseil que je te donne. Merci d'avoir regardé, à très bientôt, ciao.